Et il y a ce mot qui est absolument impossible à définir, le bon sens. C'est toujours une très grande question, même chez les philosophes. Ça ne veut pas dire grand-chose, le bon sens, parce que souvent le bon sens de quelqu'un, c'est le sens opposé de l'autre. Donc ça ne peut pas correspondre à grand-chose. Mais il va falloir se discipliner là-dessus, savoir qu'il vaut mieux être protégé derrière un mur. On a perdu, par exemple, 130 de nos compatriotes le 13 novembre. Il y en a un qu'on n'aurait pas dû perdre. C'est celui qui a essayé de regarder par la fenêtre. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il va falloir faire passer ce genre de message. C'est absolument capital. Alors, le rôle des secouristes. Le rôle des secouristes, moi, il y a eu avant les attentats et après les attentats. Au départ, évidemment, comme tout professionnel des urgences, on les voit arriver, toujours avec une grande compétence, ou des fois un début de compétence, on va dire, pour certains. On les voyait arriver aux urgences. La première expérience que j'avais eue avec des renforts, c'était des renforts de la Croix-Rouge française, c'était au moment de la canicule de 2003, où les systèmes étaient débordés. Et comme dans toute catastrophe, au bout de 4 jours, les personnels qui étaient là en permanence, il faut qu'ils aillent dormir. D'accord ? Il n'y a pas de honte à dormir en cas de drame comme ça. Et donc, il fallait les remplacer. Et je me souviens, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne l'ai jamais revu, mais il y avait 2 secouristes de la Croix-Rouge qui avaient pris leur 4L et qui étaient venus de Strasbourg à Paris pour nous aider. C'était très vaillant, c'était très courageux de leur part. Et ils nous avaient bien aidés. Bon. Et puis, évidemment, il y a eu la bascule au niveau de Charlie Hebdo. Et là, tout à l'heure, j'ai rencontré, il est peut-être dans la salle, le secouriste qui m'a porté en quelque sorte quand j'étais dans les lieux. Alors, mon expérience, parce que vous êtes des professionnels, à votre degré, vous êtes des professionnels, donc on parle en tant que professionnels. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous arrivez sur un tel drame et de tels attentats terroristes, n'ayez pas peur. Votre cerveau va se dissocier tout à fait naturellement. D'ailleurs, c'est ce que vous faites. Parce que là, vous êtes en train de me parler, vous êtes en train de me regarder, bientôt de me parler, mais vous avez quasiment oublié vos problèmes. Les maîtresses, les femmes, les courses, les machins, les dettes, les impôts, vous avez oublié. Vous avez dissocié. Quand vous arrivez sur un grand drame, vous le serez pareil. Donc déjà, cette anxiété, quand je suis rentré dans la salle, qui n'était pas très grande, à Charlie Hebdo, la salle était à peu près grande comme les 2/3 sur cette ligne qui fait à peu près l'estrade. D'accord ? C'était une toute petite pièce. Donc vous imaginez 2 ordures, parce que je ne veux pas qu'on appelle les attentats par le nom de ceux qui ont fait le terrorisme, il faut les oublier. Souvenez-vous du nom des victimes, souvenez-vous des noms des lieux, mais pas des noms des ordures. Vous perdez votre temps. Donc, c'était facile de rentrer dans une pièce qui faisait à peine 20 mètres carrés avec des armes de guerre. Ça a été une boucherie. Bon. Et quand vous rentrez là-dedans et que vous voyez vos amis que vous connaissiez et qui ont les têtes ouvertes, plus des balles, thorax, abdomen, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, hier, on était à Bordeaux avec le docteur Jean-Sébastien Marx pour parler à nos collègues de Bordeaux. Il y avait d'ailleurs, dans la salle, il y avait des secouristes comme ici. Tout ça, ça interpelle. On est interpellé dans ce qui se passe. On se dit qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire. Je vous redis, quand vous arrivez sur place, n'ayez pas peur et il faut déjà d'emblée faire cette notion de triage. Je dois vous avouer, des triages, j'en ai fait des quantités. Parce que les services d'urgence, c'est un système de triage, d'accord ? Mais quand il s'agit de vos amis, quand il s'agit de blessures que vous n'avez jamais vues, parce que nous sommes confrontés à l'heure actuelle à des choses qu'on n'a jamais vues. Dans les enseignements de secourisme, vous n'avez jamais eu, c'est des enseignements qu'on fait pour les soldats, pour les situations de guerre, où vous entrez et il faut savoir que ça sert strictement à rien de faire un massage cardiaque à Cabu, parce que Cabu a 5 balles de Kalachnikov, une dans la tête et les autres dans le thorax et l'abdomen. Et il est mort. C'est affreux, mais ça ne sert à rien d'agir. Par contre, vous pouvez continuer à essayer de sauver les autres. Et il y a des victimes graves. Elles sont terriblement graves.
parce que ces balles, elles vont délabrer, elles vont siffler, elles vont exploser, elles vont souffler les visages. Et c'est là où vous avez un rôle qui est absolument essentiel de protéger. Alors, vous vous souvenez, pour les plus anciens, la chasse au garrot qui avait été ouverte dans les années 70. La chasse au garrot. Hein. Pas de garrot nulle part, c'est scandaleux, etc., etc. Le garrot est redevenu à la mode. Sachez qu'en médecine, c'est toujours la loi du pendule. Hein. Donc, d'accord, moi-même, à l'heure actuelle, je suis sans doute en train de faire les erreurs qu'on définira comme étant des erreurs dans les années futures, alors que là, on a des certitudes. Donc, le garrot est essentiel. On sait que le garrot, il sauve. Et quand je suis rentré, c'est un élément important. Quand je suis rentré à Charlie Hebdo, je suis rentré avec le commandant Tourtier, qui était mon collègue et ami des sapeurs-pompiers de Paris. Quand je suis sorti avec un frère. Et c'est comme ça. Quand vous partez à ce genre de choses, et c'est normal qu'on n'a pas été formé comme ça, on redevient militaire. Je dis on redevient, c'est dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire on redevient comme les anciens, comme ceux qui ont connu cela, comme les médecins des services de santé des armées. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, vous faites votre possible et qu'on peut pas, et il y en a plein qu'on ne peut pas sauver. C'est très difficile de se dire qu'on ne peut pas sauver ses amis, mais c'est exactement vous retrouver dans la situation des sidérations dans l'armée, des soldats qui sont massacrés. Vous savez, c'est ces fameuses images que vous voyez parfois dans les films, mais dont vous voyez des récits historiques, où vous avez un peloton de militaires qui marche, et d'un coup, il y a une explosion, il y a des tirs, le soldat se retourne, et tous ses amis avec qui il buvait des bières la veille sont morts. Ce sont des idées qu'il faut avoir à l'esprit maintenant. Pas pour vous sidérer, pas pour vous dire on ne va pas pouvoir faire, mais c'est justement de comprendre ça de manière à être le plus efficace possible, parce que vous avez un rôle absolument essentiel dans ce qu'on appelle maintenant le damage control, d'accord ? Damage control, je vous rappelle que c'est une dénomination, moi j'aime pas trop les anglicismes, mais là maintenant tout le monde l'emploie, mais en gros c'est parti de la marine américaine, ça consistait à protéger une coque de navire pour éviter que le bateau sombre si jamais il y avait un truc. Bon, on appelle ça le damage control, c'est un peu exagéré, mais bon, appelons-le comme ça. Soit vous avez un rôle absolument essentiel avec le pose du garrot, et l'une des choses qu'on oublie et qui tue et qui aggrave tout, c'est l'hypothermie. Et quelqu'un qui est avec une hémorragie cataclysmique, il va se refroidir. Donc vous avez absolument un rôle essentiel d'avoir sur vous, et je vois les gens de la Croix-Rouge, moi maintenant dans ma tenue de moto, j'ai aussi un garrot, c'est d'avoir en permanence un garrot. Les garrots orange sont très bien, hein, ils sont parfaits, hein, les trucs avec les scratchs, c'est très bien. Voir une ceinture, voir ce que vous voulez, mettre le garrot et la couverture de survie. Là, déjà, les choses commencent pas mal. Autre point important, laissez toujours, si vous arrivez sur des zones comme ça, le malade dans la position dans laquelle il se sent le mieux. Vous allez lire partout, il faut les allonger. Mais quelqu'un qui a des balles dans le poumon droit, il va respirer avec le poumon gauche. Si vous l'allongez, l'hémothorax va se répandre et vous le perdez. Donc d'un coup, il faut savoir être très précautionneux. Troisième chose, ce que j'ai vu notamment à Charlie Hebdo, il faut aller très vite. Donc dans le système de protection, bien sûr, il y a se protéger, nous, protéger les victimes. Mais vraiment, les zones de dégagement, de circulation, d'abord de la zone, sont absolument essentielles. À ce propos, parce qu'il y a des débats à l'heure actuelle, chaque jour il y a des débats, sur les zones de protection. Il faut comprendre, les forces de police essayent de dire il y a des zones de protection, il y a des zones d'exclusion, des zones d'intervention police, etc. Mais quand vous reprenez le schéma du 13 novembre, cette zone de front a été extrêmement fluctuante. Et on ne peut pas interdire à des gens d'aller porter secours. On ne peut pas les pousser au suicide. Mais quand vous regardez ce qu'on a fait, parce qu'il se trouve que le jour de l'attentat de Charlie Hebdo, j'étais à 400 mètres exactement, rue Breguet, pour ceux qui connaissent le siège de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, avec
les collègues de la fédération, le commandant Tourtier, le François Braun qui est dans votre salon, qui représente SAMU Urgence de France, où on parlait des décrets sur le lien entre les pompiers et les SAMU. Et donc on y est allé. Il faut savoir que logiquement on n'aurait pas dû y aller. Et il y a une injonction paradoxale à l'heure actuelle de nous dire attendez que la police vous dise que c'est possible d'y aller. Mais on va aggraver le nombre de victimes. Et ne vous faites pas de leurre, j'y suis allé. On est passé sur la ligne de tir des ordures qui étaient en train d'abattre Ahmed Merabé, qui était policier du 11e arrondissement de Paris. Bon, moi j'avais mon casque, j'ai pas entendu les tirs, mais le commandant Tourtier qui était derrière moi a entendu les tirs, et on y est allé. Et vous irez, et personne vous reprochera d'y aller. Le seul truc, c'est que ça soit organisé. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas faire n'importe quoi si jamais ça se passe. C'est organiser et rendre compte. Le soir, au Bataclan, on ne savait pas où on allait. Mais moi, j'ai été très heureux quand d'un coup, un des responsables de la Croix-Rouge française qui venait d'arriver en régulation avec un des responsables de la protection civile sont arrivés et m'ont dit « On est à votre disposition, on a 10 véhicules de prêt à engager. » Et je les ai fait partir sur le Bataclan. Parce que les gens appelaient en disant « Mais vous êtes où ?» Alors ça aussi, pour ceux qui font de la régulation, préparez-vous à ça. Ça fait quelque chose quand vous avez des gens qui vous appellent au téléphone en vous disant « Je suis planqué, ils sont en train de tuer tout le monde. » Parce que là aussi, arrêtez de croire que c'est des prises d'otages. Ce sont des exécutions. On est plus proche d'Oradour-sur-Glane et d'un massacre, d'accord, orchestré et formalisé, pervers, effroyable, que sur une prise d'otage où ils vont demander une voiture pour partir. Ça n'existe pas. Nous sommes avec un terrorisme effroyable, avec des nazis islamistes profonds. Quand je dis ça, ce n'est pas du racisme contre qui que ce soit, c'est juste une réalité. Et donc là, vous devez intervenir et vous interviendrez pour sauver le plus de personnes possible. Sur les évacuations, qu'est-ce que vous voulez ? Les PMA sur des zones comme ça, ils ont vécu. Parce qu'il faut savoir, et c'est dans la dernière communication de Daesh, nous sommes exposés. C'est-à-dire qu'ils vont viser les secours. Le dernier attentat à Damas, ils ont attendu que les secours arrivent, ils ont fait tout sauter. Il ne faut pas avoir peur. Il va falloir l'inclure dans les risques du métier. C'est atroce, mais c'est comme ça. Ce qui veut dire que la police, que les services des armées travaillent avec nous. On n'est pas un élément perturbant, c'est juste que quand on arrive, ils nous disent vous allez vous positionner là et là, vous intervenez là, c'est possible, voire même d'intervenir, ce qu'on a un peu fait le soir du 13 novembre avec les policiers qui sont intervenus avec, et il n'y a pas de honte, c'est juste pour sauver. Le premier qui me parle de secret médical par rapport à la police, on va discuter, quoi. D'accord ? C'est juste une protection. Et la meilleure. Ça a fait jaser parce que l'autre fois, je l'ai dit et je le redis, face à des terroristes comme ça, vous pourrez toujours envoyer toutes les cumes que vous voudrez, ils sont impossibles à raisonner. Il faut les abattre. Ce n'est pas un pouce au crime que je fais, c'est juste la réalité. Si on veut sauver des gens, c'est l'intervention de la police qui peut servir quelque chose et sûrement pas d'essayer de les raisonner. Bon, maintenant, deuxième sujet, hyper important, ce que vous dites aux victimes. Soyez toujours dans la bienveillance. Alors, jour de Charlie Hebdo, une fois que j'ai vu arriver les rouges et les blancs, j'ai un peu arrêté de dissocier et je me suis retrouvé sidéré, de chez sidéré. Bon. Et il faut comprendre que ceux qui sont venus m'accompagner pensaient bien faire. Donc ils avaient besoin de me dire des mots un peu réconfortants. Mais ils font tout le contraire. Ça ne sert à rien de me dire ça va passer, parce que ça ne passera pas. Ça ne sert à rien de dire ça va aller, etc., des mots gentils, c'est la vie, etc. Vous avez essayé sur ça, hein. Ce n'est pas la peine, ça ne marche pas. Construisez autre chose. Il faut prendre les gens, ne pas leur lâcher la main, d'accord ? Les accompagner,
coûte que coûte, et il faut que ce soit des gens compétents qui les prennent en charge, c'est-à-dire psychologues, psychiatres de la CUMP. Pour quelles raisons? Parce qu'on s'en aperçoit à l'heure actuelle, avec le retour d'expérience qu'il y a sur les CUMP. D'ailleurs, concernant les attentats du 13 novembre et de tout ce qu'on a connu en 2015, il faut quitter l'idée même, à mon sens, de la seule cellule médico-psychologique pour passer à de véritables problèmes de santé publique. Parce que là, à l'heure actuelle, on gère à peu près plus de 5000 personnes sur les attentats du 13 novembre. Donc, ça ne veut pas dire un contrat d'exclusivité par rapport aux organismes de CUMP, etc., parce qu'on a besoin de tout le monde, il faut beaucoup de monde. C'est juste que quand vous commencez à prendre en charge quelqu'un qui est victime du terrorisme comme ça, il ne faut pas le lâcher. Donc du coup, moi j'ai des interpellations à l'heure actuelle quand on fait venir des CUMP d'ailleurs, des fois ça passe tellement bien avec celui qui vient parler que la victime se sent un peu avec une double peine parce qu'elle va être obligée de revoir quelqu'un d'autre pour reparler avec quelqu'un d'autre. Et on n'est pas sur là un domaine de médecine consumériste, parce que c'est dans le psyché, c'est du lourd, d'accord? Bon. Là encore, c'est très important de faire passer, même au niveau du secourisme, d'accord? C'est très important que les gens parlent, qu'il y ait des cellules de débriefing, qu'on n'oublie pas les personnes qui sont intervenues, parce qu'il y en a qui vont être sidérés, il y en a qui ont vu des choses horribles. Donc il faut que vous-même vous appreniez ça, et que quand quelqu'un commence à ruminer, à des conduites d'évitement, commence à vous dire non, finalement je devais être sur tel dispositif, mais j'y vais pas, j'ai peur, etc. Il faut que vous ayez recours à des cellules médico-psychologiques où ça doit être formalisé chez vous de manière à parler et débriefer. C'est comme les cauchemars, c'est comme tout ce qui va avec, d'accord? Comment on s'en sort de ça? On ne s'en sort pas. Dans mon cas personnel, c'est impossible de s'en sortir. Et puis, mon cas personnel, en gros, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le retour d'expérience. Donc, je crois que, premièrement, on s'en sort si on anticipe. L'anticipation, c'est d'être avec la devise des Marines qui, finalement, ont neutralisé l'ordure dans le Thalys cet été, toujours là, toujours prêt. D'accord? C'est-à-dire que d'un coup, vous avez vos garrots qui sont à disposition, vous savez qui joindre et à quel moment, et vous savez rendre compte de la situation. D'autre part, vous savez vous protéger, vous, mais vous savez protéger les autres. D'accord? C'est-à-dire en veillant à ce que les véhicules ne soient pas exposés. Là, c'est pareil. Nous savons que nous sommes maintenant des cibles du terrorisme. Quand vous faites des dispositifs, je sais que on a tous besoin de mettre les drapeaux, les machins, les trucs, etc., etc. On va se calmer un petit peu maintenant, d'accord? Il va falloir prendre des habitudes un peu à la militaire, avec non pas des tenues de camouflage pour aller dans le sens inverse, c'est pas ça, mais simplement que les dispositifs, on les garde un peu secrets, d'accord? Bon, secrets, et deuxièmement, qu'on rende compte aux bonnes institutions, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble. N'hésitez jamais, quand vous faites un dispositif, je parle notamment sur Paris, quand vous montez des dispositifs, même si ça n'a pas été fait, etc., mais juste d'appeler le SAMU de Paris pour dire on est en train de mettre un dispositif parce qu'il y a une petite fête à tel endroit. Personne ne va vous en vouloir, vous vous rendez compte? On est au courant. Les pompiers sont au courant, la PP est au courant, tout le monde est au courant, c'est valable aussi sur les trucs. C'est cet engagement, c'est l'anticipation qui est le truc, à mon avis, qui est le plus important. Deuxièmement, vos interventions, n'ayez pas peur, mais si vous arrivez sur des zones de tir et d'affrontement, vous vous mettez aux ordres de la police et du DSM, d'accord? Mais pas d'initiative personnelle, sauf, parce que il faut l'avoir à l'esprit. C'est là où le mot bon sens, que j'aime pas, relève tout son sens. C'est évidemment, si vous voyez quelqu'un qui pisse la rage et qui est à 20 mètres, et je vous connais, en fait, vous irez. Et vous avez raison. Et avoir ça à l'esprit, c'est que de toute façon, maintenant, nous faisons partie des cibles. Et que de toute façon, on a un risque maintenant. Un risque qui est effroyable, mais qui fait finalement le sens de vos métiers et du mien.
C'est-à-dire qu'on va, et tous les métiers ont un risque. À l'heure actuelle, nous avons un risque parce qu'on attaque notre pays. Et que ce soit la Croix-Rouge ou les autres, ou la sécurité civile, avec son histoire sur la défense civile, sur ce qui s'est passé en 40, quand il n'y avait plus rien, mais c'était les sapeurs-pompiers qui continuaient à prodiguer des soins. Et on se souvient de la libération de Paris. Il faut que vous trouviez ce ressort historique. Il faut que vous vous souveniez de cela. Il faut vous souvenir que dans cette sidération de guerre et ces gens qui veulent nous déstabiliser, eh bien, on ne va pas céder. Parce que nous sommes les enfants de De Gaulle, de Jean Moulin, de Rold Tanguy. Nous sommes ces enfants qui ont fait que d'un coup, on a réussi à abattre les nazis en 40. On va réussir à abattre ceux-là maintenant. Mais les gens ont besoin de nous. Et voyez, il n'y a pas du tout de petits secouristes, il n'y a pas du tout de petits soins. Parce que quand on a été regroupés après Charlie Hebdo dans un théâtre. Bon, là aussi, on a été regroupés dans un théâtre. À un moment, il y a des associations qui ont amené plein de sucreries. C'est très gentil, mais bon, on n'a pas faim, en fait. Je vais vous dire un truc. Quand vous êtes sidéré par ça, on n'a pas faim. Sauf si on a envie d'être diabétique. Mais en gros, on n'a pas faim. Ça ne sert à rien. Ce qu'on a besoin, c'est que quand vous prenez la main de quelqu'un, vous ne la lâchez pas. D'accord ? Vous ne la lâchez pas, vous restez fixe. Et ça, c'est vraiment absolument essentiel. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je peux répondre à quelques questions si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre écoute. Merci Patrick Pelloux. Alors effectivement, on a encore quelques minutes pour éventuellement un échange avec la salle. Est-ce que des personnes ont des questions, des choses à dire? N'hésitez pas à lever la main parce que, voilà, au fond, j'arrive. Comme ça. Donc d'abord un grand merci pour votre témoignage. J'avais une question, c'était quand vous avez parlé qu'un des éléments importants c'était le retour d'expérience. Avez-vous le sentiment que le retour d'expérience avait été pris après Charlie Hebdo? Et avez-vous l'expérience que le retour d'expérience augmente avec les attentats du 13 novembre? Et en quoi? Alors, c'est une très bonne question. Il y a deux choses. Il y a le retour d'expérience vis-à-vis des médias, où on est obligé, pas obligé, mais disons que les petits accros qu'il y a eu dans l'organisation, on les oublie un peu, d'accord? Parce qu'on a tout un chacun un travail de rester solidaire et de se motiver. Et il n'y a pas plus démotivant, d'une part, de savoir que 130 de nos compatriotes ont été assassinés et 450 sont entre la vie et la mort dans un hôpital. D'accord, c'est déjà démoralisant. Mais si en plus vous commencez à dire oui, mais alors les camions étaient mal rangés sur le boulevard des Filles du Calvaire, c'est un peu d'accord. Donc il faut savoir aller à l'essentiel. Sur ces retours d'expérience, c'est très important. Je n'ai pas, ça fait 25-30 ans que je fais de la médecine d'urgence. Je salue le général Julien qui rentre dans cette salle. C'est toujours un grand bordel. C'est un bordel organisé, mais c'est un grand bordel. Donc il faut savoir ne pas aller jusqu'à un monde parfait et extrêmement rigoureux, d'accord? Mais c'est sûr qu'après Charlie Hebdo, après l'hypercachère et après la tuerie de Montrouge, les trois sont à peu près indissociables. On a eu l'oisiveté de croire que ça ne se reproduirait pas. Et donc, on ne s'est peut-être pas assez préparé à anticiper des choses. Il y a eu cet hasard absolument incroyable que le 13 au matin, on a fait un exercice sur table et que le 13 au soir, mais tout le monde avait cet esprit de la fusillade à sites multiples et tout le monde avait cet esprit-là. Donc, on était un peu préparé plus au concept et à l'idée que finalement à son organisation sur le terrain. D'accord ? Et sur ces retours d'expérience, il y en a eu, et il y en a eu trop. Parce que tout le monde maintenant veut des rétex, d'accord? Et nous, on a tendance maintenant, on a nous demandé d'aller faire des retours, comme hier à Bordeaux, d'aller raconter notre histoire. Mais à quoi ça sert de raconter des histoires, en fait, si elles ne débouchent pas sur
des choses extrêmement rapides. Je vous en prendrai une qui me paraît absolument fondamentale, c'est la coopération entre les 3 systèmes, police, gendarmerie, armée, hôpital, SAMU, service d'urgence, pompiers. C'est absolument capital. Et là, j'ai l'impression que c'est très lent. Mais par rapport à Charlie Hebdo, un des retours d'expérience qui a été fait là, qui était nécessaire, c'est le retour d'expérience sur les CUMP. Et ça, c'est absolument fondamental. Parce que là, ils ont regardé, donc avec le volume qu'on est en train de traiter, on sait qu'on aide énormément la population par des choses qui peuvent vous paraître complètement débiles. Mais c'est simplement la bienveillance. C'est simplement prendre soin des victimes ou simplement de les appeler pour savoir le lendemain comment ils vont. D'accord ? Et ça, sur ce retour d'expérience-là, il a été en effet, il a été plus fait après le 13 novembre qu'après les attentats de début janvier. Merci. Une autre question ? Non, alors moi, juste peut-être, j'aimerais savoir quel message vous aimeriez faire passer à des jeunes, peut-être moins jeunes, mais qui souhaiteraient aujourd'hui s'engager dans une association de secourisme ou comme pompier volontaire ou comme pompier. Alors, et qui se dit, ce métier ou ce bénévolat, c'est aussi le risque de tomber sur un attentat. Mais écoutez, la vie est un risque. Je me souviens une fois, il y a un de mes amis qui est chirurgien orthopédiste à Saint-Antoine et qui a perdu un de ses amis, qui est parti en vacances, qui a fait du vélo. Il passait sous un lampadaire en province, dans les champs, et l'abat-jour du lampadaire, quand il est passé, s'est décroché et est tombé sur lui, il l'a tué. Donc ça ne veut pas dire, on ne va pas interdire à tout le monde de ne pas faire de vélo. La vie est un risque. Simplement les choisir. Or, l'engagement, moi quand je vois des jeunes, j'ai envie de dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas encore fait ? Et aller dans les SDIS, dire j'ai envie d'être sapeur-pompier volontaire, c'est absolument essentiel. Les hasards sordides de la vie font que le matin de l'attentat de Charlie Hebdo, on était à la Fédération avec le colonel Faure et on parlait justement de l'importance, notamment au niveau des hôpitaux, de faire de la publicité au personnel pour qu'ils s'engagent dans cette protection civile au sens large, dans cette défense civile, dans cette citoyenneté de l'engagement du secourisme. C'est extrêmement noble. Puis alors, on n'a plus beaucoup de choses un peu nobles en ce moment, hein, à part les smartphones, c'est un peu une application noblesse, c'est rare. Bon, c'est quelque chose de très noble. Je vous prends parce que vous allez être concernés. Le 26 mars prochain va se dérouler dans toutes les mairies de Paris une formation, ça va s'appeler le Samedi qui sauve. Ce qui est formidable, c'est qu'on le fait avec la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, avec le SAMU de Paris, avec la Croix-Rouge, la Protection civile, avec les associations. Et ils se sont posé la question dans un premier temps, ils ont dit « Ah, mais on va faire venir les plus de 16 ans ». Et là où ça a été merveilleux, c'est qu'avec le représentant des pompiers de Paris, on a levé la main, on a dit « Non, il faut faire venir tout le monde ». Parce que justement, il n'y a pas de limitation d'âge. Et on serait contradictoire sur les formations de secourisme à l'heure actuelle de dire on va limiter l'accès au savoir en fonction de l'âge. En plus de ça, vous avez des gamins de 12 ans qui mangent 2 baguettes le matin et qui font 1,80 m. Et les images de violence, ils voient que ça sur Internet, donc ça va. On serait contradictoire à dire il y a un âge pour être formé, alors qu'on sait qu'il y a une menace d'attaque au niveau des écoles, des lycées, des collèges. La connasse là, à Montpellier qui avait fait un faux ventre de grossesse en aluminium, d'accord, qui s'est radicalisé en 3 mois, qui a épousé un salafiste et qui avait décidé d'aller se faire sauter dans un amphithéâtre à l'université, c'est pas un leurre, c'est la réalité. Et donc, par conséquent, des jeunes qui ont envie d'aller se former, de participer aux associations, c'est absolument essentiel. Secours Expo.